Bonjour et merci de nous rejoindre sur Public Sénat et sur RFO. Nous sommes à la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion pour suivre la table ronde qui clôture la visite de la mission d'information sur la situation des DOM présidée par Serge Larcher et dont le rapporteur est Éric Doligé. Alors pendant 3 jours, cette délégation sénatoriale a pu s'entretenir avec les acteurs politiques, économiques et sociaux de l'île. Des visites de terrain étaient également au programme autour de sujets comme la jeunesse, l'environnement, l'insertion régionale, les politiques publiques et les finances des collectivités locales. Pour situer la Réunion en quelques chiffres, plus de 750 000 habitants, une population très jeune, 40% des Réunionnais ont moins de 20 ans et un taux de chômage qui tourne autour de 25%, le plus important des DOM. C'est dire l'importance de l'intervention publique et d'ailleurs il va en être largement question lors de cette table ronde qui réunit donc les membres de la délégation et les élus réunionnais. Hasard du calendrier, elle se tient le jour même de l'ouverture à la réunion des États généraux pour l'outre-mer. Les deux démarches sont complémentaires et je pense que sur ce point, Monsieur le Président, vous ne me contredirez pas. Je vous passe la parole. Je vous remercie. Il est tout à fait important pour nous, qui nous sommes déplacés ici à La Réunion, de rencontrer, comme vous l'avez souligné, avec les représentants du monde du travail, de l'économie, de la culture, les responsables politiques. Et nous avons estimé important, utile de rencontrer les maires pour parler avec eux de 2 problèmes très importants qui concernent les finances locales. Vous savez que, d'après ce que nous avons su par nos rencontres, nombre de communes de La Réunion ont dans une situation budgétaire très difficile. Et là, c'est un euphémisme. Et par conséquent, nous savons aussi qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes, un certain nombre de difficultés qui s'annoncent à l'horizon. Par conséquent, de façon à pouvoir dégager des perspectives, de façon à pouvoir maintenir un certain niveau d'investissement important pour l'activité. Donc l'emploi pour une île qui connaît un chômage important et surtout pour une jeunesse qui est frappée par cette gangrène à un niveau très important. Par conséquent, nous sommes venus rencontrer les maires, leur parler de leurs problèmes, de leurs recettes qui sont pour la plupart l'octroi de mer qui est très importante pour leur budget, c'est près de 40%. Les recettes venant des 4 taxes, le produit des 4 taxes, c'est-à-dire le foncier bâti, le foncier non bâti, la taxe d'habitation et dans une moindre mesure la taxe professionnelle. Et puis voir avec eux aussi le problème de la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire ce que sert l'État aux communes. Alors, si vous voulez bien, ce sont les recettes importantes sur lesquelles les communes peuvent s'asseoir. C'est une garantie. Mais le malheur fait qu'il y a des hypothèques sur l'une des principales recettes. Je veux parler de l'octroi de mer. Et c'est pour ça que je voudrais que les maires me disent un petit peu leurs problèmes, s'ils ont envisagé des solutions alternatives, quand on sait que l'octroi de mer, qui est une taxe qui est instituée depuis très longtemps, depuis le XVIIe siècle, donc à l'époque de la colonisation, pour financer les communes, aujourd'hui, elle ne peut être mise en place, elle peut durer que jusqu'en 2014, c'est-à-dire demain. Bon. On a beaucoup dit des maires, on a dit, mais je ne vais pas reprendre des propos qui sont très déplacés, nous n'allons pas jouer non plus les mauvais rôles ici, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les maires, tous les jours, s'emploient à développer leur commune et à proposer à leur population des solutions. Et en faisant cela, ils ont joué le rôle de buvard social. C'est-à-dire qu'ils ont dû embaucher, distribuer des revenus, distribuer des ressources à des familles qui étaient démunies, qui étaient dans une situation de pauvreté. Et voilà, en faisant cela, ils ont plombé aussi leur budget. Alors il faut voir dans quelle mesure l'État peut considérer que les communes ayant joué le rôle de l'État, si aujourd'hui l'État ne peut pas, de son côté, faire jouer une certaine solidarité en voyant le problème le niveau de la dotation globale de fonctionnement. Voilà, c'est les questions un peu sur lesquelles nous souhaiterions intervenir. Je ne souhaiterais pas que nous passions de temps à des développements trop techniques, puisque nous avons une population qui nous observe, qui nous regarde, qui écoutera la télévision,
et qui certainement ne voudrait pas qu'on rentre dans un langage hermétique qui est compréhensible. Il faut que notre démarche soit didactique, de façon à ce que tout le monde comprenne la démarche des maires et cela. Je crois que dès lors qu'on comprend, eh bien, on adhère, pas forcément de manière partisane, mais on comprend la chose publique et on défend l'intérêt de la commune, l'intérêt de chacun. Alors, si vous voulez, Julien, je vais passer la parole à monsieur le rapporteur de la mission, qui est monsieur Éric Doligé, mon ami Éric Doligé, et pour compléter, éventuellement, lancer le débat. Écoutez, je remercie mon ami le Président de me passer la parole. Simplement deux ou trois remarques. D'abord, on a eu beaucoup d'auditions, une bonne vingtaine en 3 jours. On a senti beaucoup d'optimisme, du souci aussi, bien sûr, pour l'avenir, mais on a rencontré des partenaires qui ont énormément de projets, que ce soit au niveau des communes et au niveau des entreprises et de tous ceux qu'on a eu le plaisir de voir. Alors, c'est vrai qu'il y a des soucis en matière de financement des collectivités. Et là, nous sommes en face de maires pour un certain nombre qui nous ont présenté leurs projets ou qu'on est allé voir sur le terrain. On a rencontré Madame Nassina Dindar, donc, qui est présidente du département, mais aussi Monsieur Paul Vergès, président de la région, et ils nous ont brossé un peu leur situation. Alors pour les maires, il est vrai que nous, vu de la métropole, pour un certain nombre d'entre nous, nous n'avons pas tout à fait les mêmes problématiques, c'est-à-dire que nous n'avons pas l'octroi de mer, nous n'avons pas la même composition budgétaire que celle qui est la vôtre, où souvent l'octroi de mer peut représenter de 25 à 65% de la recette, et on sait qu'il va y avoir un certain ralentissement, donc peut-être moins de rentrées et des perspectives à terme qui peuvent être un peu difficiles. Donc ça nous interroge pour savoir quelles sont les pistes que l'on doit suivre. Et notre objectif, c'est de pouvoir, à la suite des échanges qu'on a eus avec l'ensemble de nos interlocuteurs, mais en l'occurrence les élus, faire des propositions. Et pour faire des propositions, il faut que l'on ait un certain nombre de remarques et de propositions de la part de nos interlocuteurs, donc ils vont peut-être nous faire part de leur situation. Alors, vous avez effectivement présent 3 maires ou leurs représentants. Alors, monsieur Jean-Yves Langenier, pour le présenter, est maire du Port, grosse commune de La Réunion, avec son activité portuaire importante. Monsieur Guinet représente la mairie de Saint-Leu, commune de l'Ouest également. Et puis, Monique Orphée pour la mairie de Saint-Denis. Donc, je pense chacun avec peut-être des problématiques précises. Monsieur Langenier, vous voulez peut-être prendre la parole le premier ? Je veux bien, puisqu'il en faut un premier. Mettons, la ville du Port, c'est effectivement une ville paradoxale. C'est une ville qui est une ville portuaire. C'est le seul port de commerce de La Réunion, donc avec des zones d'activité relativement importantes. Et on a souvent l'habitude d'appeler la commune du Port le poumon économique de La Réunion. Et paradoxalement, on a un des taux de chômage parmi les plus importants de La Réunion. Donc ça veut dire on est dans une situation paradoxale, il y a de l'activité, mais en même temps, il y a un taux de chômage qui est catastrophique et qui nous pose énormément de problèmes. Et sur ce plan-là, ce qui est toujours lié au chômage, c'est sur le plan du logement, la difficulté d'avoir un logement. On a 2000 demandes de logement en attente aujourd'hui pour une population qui fait 40 000 habitants. Et donc ces deux problèmes, l'emploi et le logement, ça représente les grosses difficultés auxquelles on a à faire face. Et les finances communales ne suffisent pas pour faire face, disons, aux besoins, pour rattraper le retard, puisque La Réunion est un département depuis 60 ans, depuis 1946, et on a des retards d'équipement. La ville du Port ne fait pas exception à cela. Et on a une démographie qui est relativement dynamique, avec donc chaque année des besoins nouveaux. Les retards plus les besoins, ça fait qu'on est confronté toujours à des difficultés. On est toujours dans la course contre la montre pour essayer de faire face à nos obligations. Et les financements ne nous permettent pas, les finances communales ne nous permettent pas d'avoir une politique qui réponde de façon satisfaisante aux besoins de notre population. Et les inquiétudes fortes qu'on a, tant pour la taxe professionnelle, puisque
étant donné que notre commune a la chance d'avoir des zones d'activité, ça représente une taxe professionnelle qui, même si aujourd'hui n'est plus directement au bénéfice de la commune, hein, puisqu'on est membre d'une communauté d'agglomération, la taxe professionnelle a été donc mutualisée au niveau de la communauté d'agglomération, ne bénéficie plus directement de la taxe professionnelle, mais c'est une recette qui est relativement importante, malgré tout, pour notre commune. Et l'octroi de mer, les inquiétudes qu'on a aujourd'hui sur l'octroi de mer, bien évidemment, l'octroi de mer est une part importante des recettes communales. C'est donc ces deux éléments, taxes professionnelles et octroi de mer, qui constituent aujourd'hui nos préoccupations les plus fortes. Comment peut-on imaginer l'avenir sans des solutions alternatives? Et là, sur ce plan-là, on a du mal à imaginer qu'il ne puisse pas y avoir de solutions alternatives en cas de disparition de l'une ou de l'autre de ces taxes. Très bien, Monsieur le maire. Alors, Monsieur le maire du port, ce qu'il faut savoir, pour j'ai un peu visité la Réunion, même si nous sommes restés que depuis 3 jours, nous sommes là. Le port, c'est l'une des communes, c'est le poumon économique, pour maintenant m'expliquer, c'est la commune où on trouve le plus d'activités. Et Monsieur le maire nous dit, malgré toutes ces activités, donc commune qui est en pointe, eh bien, ma commune est en retard d'équipement et ma commune a des besoins nouveaux du fait de la croissance démographique qui était très importante. Autrement dit, que faire? La question est que faire? Alors, si vous regardez, vous observez la structure même d'un budget aujourd'hui, le budget communal, hein, la structure, les recettes, pour faire face à vos dépenses, qui sont importantes. Elles sont d'autant plus importantes que ce qu'on oublie souvent, c'est que nous sommes en zone intertropicale, ce qui suppose que nous avons une usure des matériaux qui est beaucoup plus importante, que nous sommes loin de la métropole et que tout, qui est notre principal fournisseur, que tout ce que nous achetons c'est de la métropole, donc l'éloignement, des frais nouveaux plus importants, qui fait des coûts de construction ou de réhabilitation qui sont fort importants. Voilà. Alors, c'est ça la vie quotidienne du maire, et comment faire pour boucler le tout, pouvoir apporter des réponses concrètes et précises aux besoins et aux aspirations de la population, mais en même temps financer. Alors, vous avez parlé d'octroi de mer, si vous voulez nous allons revenir, mais prenons d'abord, si vous voulez, dans la méthode, la recette, celle que sert l'État, la DGF, la dotation globale de fonctionnement, qui est importante, qui est certainement la deuxième recette de budget. Nous, le collègue Virapoulet, le sénateur Virapoulet, il y a 2 ans, 3 ans, je crois, nous avions proposé un amendement visant à prendre en compte tous les handicaps, en fait, un amendement d'ultra-périficité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire prendre en compte tout ce que nous avions, je vais énumérer, c'est-à-dire les surcoûts, les usures de matériaux, etc., et les 40% que nous servons à nos agents qui fait que les communes les budgets sont d'autant relevés. Et c'était un amendement qui visait à abonder pour les communes ultramarines la dotation globale de fonctionnement. On n'attendait pas des miracles, on attendait quand même quelque chose d'assez consistant pour répondre aux besoins. Le Sénat a répondu présent, le Sénat a adopté, je parle sous le contrôle de Virapoulet, le Sénat a adopté, mais malheureusement, en deuxième lecture, c'était à l'occasion du vote du budget des départements d'outre-mer, je crois 2006 ou 2007, mais cet amendement a été rejeté par l'Assemblée nationale. Je ne veux pas viser M. Victoria, non, ce n'est pas là l'objet, hein, c'est pas du tout. Ouais, c'est pas. Disons que bon, c'est ça. Mais vous savez que pour faire entrer chez nous, on dit souvent pour faire entrer un clou dans une planche, il faut taper, retaper, taper de plus en plus, et à force de taper, il finira par rentrer, même si le bois est dur, même si c'est un bois de la Guyane, un bois dur de Guyane. Eh bien, je crois que c'est une piste qu'il faut persévérer. Alors, nous l'avons fait, on n'a pas réussi, mais il faut revenir. Il faut toujours revenir. Et si tous ensemble, tous les départements d'outre-mer, nous parlons d'une même voix, et nous avons une démarche commune, l'État entendra. Parce que nous nous appuyons là sur un fondement qui est important, qui correspond à une réalité. On n'invente rien, c'est une réalité, des besoins, et qui est bien argumenté.
Oui, c'est cet aspect que je voulais faire ressortir, une dotation globale de fonctionnement qui a été tout récemment remodelée, c'est-à-dire il y a 3 ans de cela, qui a pris en compte des paramètres nouveaux, monsieur le cher Eric, mais qui je ne dis pas qu'il y a avantage, mais qui apporte quelques réponses positives aux grandes communes qu'on connaît surtout à Guyane, mais qui, pour nous, n'apporte aucune solution satisfaisante. Voilà. Alors, la DGF, c'est un problème sur lequel nous devons continuer, mais il faut que tout le commerce se dise sur ce thème-là. Alors, mon cher ami Victoria, tu voulais répondre. Je ne crois pas qu'on n'a pas cherché à t'interpeller. Non, pas du tout. En tout cas, merci, Monsieur le Président de la mission, et permettez-moi, au nom de mes compatriotes réunionnais, saluer la présence ici de nos collègues ultramarins, mais aussi des collègues nationaux. Je pense que l'outre-mer, d'une façon générale, a besoin aujourd'hui d'un nouveau regard. Et les parlementaires nationaux ont un rôle important à jouer dans la connaissance d'abord de nos différents territoires, de nos problèmes, mais aussi en étant des agents aussi politiques, de communication, pour convaincre des fois les plus récalcitrants sur le bien fondé de telle ou telle mesure. Et j'ai en tête cet amendement qui a été évoqué tout à l'heure, qui me paraît être un bon amendement. Certes, il n'est peut-être pas passé parce que, en son temps, peut-être aussi, il n'y avait pas cette modernisation de la méthode parlementaire, la coproduction législative, l'échange entre les deux assemblées, et c'est une démarche aujourd'hui qui est innovante, qu'il faut certainement mettre en œuvre. La discussion de la LODEA nous a permis justement de mieux nous connaître entre sénateurs et députés, et j'espère que nous allons continuer à travailler dans ce sens. Le Président vient d'évoquer le problème des financements des collectivités, et notre ami le maire du port, cité maritime, avec tous les problèmes qu'on connaît liés à une ville portuaire, malgré un taux de croissance avec un potentiel fiscal important, se rend compte face aux urgences, face aux problèmes de la jeunesse, mais pas seulement de la jeunesse, mais des personnes âgées, mais d'une façon générale de la population, il faut des moyens supplémentaires. Et pour obtenir ces moyens supplémentaires, il est certes nécessaire d'avoir une politique d'aménagement qui va développer d'autres types de ressources, mais il est important d'avoir surtout l'aide de l'État qui est le garant de la mécanique à mettre en œuvre, aussi bien sur le plan des dotations, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est aussi les mécaniques genre défiscalisation qui pourraient aller encore plus loin. Je pense aux stations d'épuration et de traitement des eaux, je pense aux grands parcs publics qui font défaut dans les villes et qui sont vraiment des équipements structurants. En tout cas, j'avais milité avec d'autres collègues pour que le fonds d'investissement spécifique ou exceptionnel qui a été créé par l'ODEOM soit aussi consacré à ce grand projet, ce grand travaux pour permettre aux collectivités d'avoir des moyens supplémentaires. Alors, mesdames, messieurs les sénateurs, vous démarrez par La Réunion. Vous aurez l'occasion d'aller voir également les autres départements d'outre-mer. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai rencontré quelques collègues ici dans leur département, puisque j'ai eu aussi une mission au niveau de la mise en œuvre du revenu de solidarité active. Je crois qu'aujourd'hui, on peut parler d'une façon unanime. C'est l'ensemble des communes de l'outre-mer qui connaît des difficultés. D'où l'urgence d'avoir un plan, une démarche cohérente, commune, pour sortir l'ensemble de nos collectivités de cette situation financière dans laquelle nous nous trouvons. Ensuite, nous avons de plus en plus des communautés d'agglomération qui sont aussi des véritables outils d'aménagement, de développement économique, et chacun pourra se rendre compte, sans développement économique, pas de développement social. Et le social, tel que cela a été mis en œuvre pendant de nombreuses années, aujourd'hui, il doit être revu et corrigé. Et j'ai envie de dire à nos collègues qui ont vécu, qui ont visité la Réunion durant ces 3 jours, eh bien, nous sommes là, un peuple debout, qui a envie d'aller encore plus loin,
de donner de la formation la plus qualifiante possible, mais nous voulons aussi que nos jeunes formés puissent trouver du travail ici. Nous voulons aussi utiliser notre éloignement, qui est un handicap, mais comme aussi un atout de coopération dans la région avec les États voisins. Et surtout, nous avons besoin de bien comprendre notre projet de développement, de nous laisser travailler en toute quiétude et dans la confiance. Et cette confiance doit être partagée. Et je salue encore une fois le travail qui est fait en ce moment, à la fois par l'Assemblée sénatoriale et l'Assemblée nationale, pour aller dans un même objectif, servir nos compatriotes ultramarins. Alors, monsieur le député, merci beaucoup, mais vous nous avez emmené un petit peu loin de la DGF, peut-être sur laquelle on va revenir, mais merci, vous avez aussi planté un décor plus général. Madame Hoareau, vous vouliez intervenir sur cette dotation, comme le disait le président Larcher, être tous unis pour dire effectivement, elle ne suffit pas aujourd'hui, elle doit être plus importante pour les communes d'outre-mer. Elle doit être plus importante pour les communes d'outre-mer. Alors, on est très gentils autour de cette table, on apprend par la l'Odéum, on se connaît, Sénat, député, certes, pourquoi pas. Mais je crois que le fond, on n'ose pas bien aborder le fond comme il se doit. Je pense que là, il faut voir, par le biais de l'octroi de mer, qui sera supprimé en 2013 ou 2014, en tout cas, 2014, peu importe, un an de plus, ça. Menacé. Mais pour l'instant, ça va vers cela. En tout cas, aucune solution alternative. Le problème qui va se poser pour nos petites communes, on a nommé, et là le maire du port est là, Poumont de l'Île, commune très vivace, on va dire, avec son port, qui a quand même pas mal de recettes. Mais les petites communes qui sont totalement retirés, et nous savons qu'ils n'ont aucune zone industrielle, qui n'a pas une entreprise sur leur commune, qui ne vivent qu'avec l'octroi de mer, on va dire, qui représente leur budget entre 40 et 60%. Alors, que vont devenir ces petites communes? Quand on connaît tout ce que les communes ont de compétences, et au fur et à mesure, on connaît, l'État se désengage et envoie tout sur le dos des communes. Quand on voit, par exemple, les communes qui ont à faire face la démographie, bien évidemment, à construire les écoles maternelles primaires, à doter ces écoles du mobilier, des effets scolaires, à nourrir ces enfants, je ne vois vraiment pas comment ces communes vont faire quand on voit les grandes communes ne pourront pas s'en sortir. Et puis je me dis, nom de Dieu, il faut quand même arrêter de dire tout gentiment, ça se passe bien. Cette mission a été demandée parce qu'il y a eu la crise, ça fait des années qu'elle était attendue quand même. C'est l'aboutissement, j'ai envie de dire, des années et des années d'une politique qui n'était pas adaptée pour le développement de notre pays, qui n'ont pas permis, qui n'a pas donné les outils, les moyens à la Réunion de se développer. Justement, on va arriver sur ces atouts, mais je ne veux pas trop déborder puisqu'on aura le temps. Que les atouts de la Réunion produisent une richesse marchande. Et c'est dans la richesse marchande qu'on crée de l'emploi. C'est ça le vrai problème, je crois, qu'il faudrait aborder. Et peut-être je m'emporte un peu, je ne sais pas. Mais on est vraiment tout gentil. Nous aurons bientôt 2000 assistants d'éducation qui seront sur le bord du chemin, jetés à la rue. Nous avons là, dans les journaux, 4000, je crois, licenciements. Enfin bref, c'est que la situation va mal. Et l'État, nous ne voyons pas notre État français nous défendre à Bruxelles. C'est vrai, nous avons nos députés européens, mais nom de Dieu, nous sommes aussi dans l'État français. Et que fait à ce moment-là l'État français pour nous défendre? L'État français peut jouer sur la DGF, Monsieur le Président. Le problème, il faut qu'on se resitue. Je comprends parfaitement, Angélita, mais il faut qu'on essaie de recentrer le débat, et très bien. À la Réunion, on a vu, nous avons rencontré un certain nombre d'acteurs économiques et de représentants du monde du travail. Il nous a semblé qu'il y a eu de grands travaux, une politique de grands travaux, c'est fort bien d'ailleurs, c'est excellent, c'est magnifique tout ce qui est fait, et je pense que c'est pour le plus grand bien de la population réunionnaise. Mais on arrive à une rupture entre deux chantiers. Ce qui peut permettre au BTP, qui est une espèce de locomotive pour le développement, pour la croissance économique ici, il faut trouver des marchés. Qui donne les marchés? C'est la commande publique. C'est le département, c'est la région et les communes. Nous savons, monsieur, les maires aujourd'hui.
La réponse est de savoir si les maires seront, ou les communes seront en mesure de relayer, ensemble, relayer. Pas forcément des grands travaux, mais pas un certain nombre de travaux. Alors, la question qu'on se pose, comment pourront-ils le faire si ils sont dans des situations budgétaires très contraintes? Alors, et c'est pour cette raison, nous arrivons tout à l'heure à ces problèmes-là, plus généraux. C'est pour cette raison que nous allons décortiquer, dans un premier temps, les recettes des communes, voir les problèmes, les répertorier, voir dans quelle mesure nous parlementaires, sénateurs, dans quelle mesure nous pourrons porter ces revendications et les faire avancer. Et la première chose, je dis, concernant la DGF, il faut mutualiser, tout l'outre-mer mutualise les efforts pour permettre d'arriver à un résultat. Quel résultat? C'est que l'on prenne une situation qui est réelle, que nous vivons tous les jours, c'est l'ultra-périphéricité des départements. L'Europe reconnaît que nous avons des handicaps structurels. Comment la nation française dont nous faisons partie ne peut-elle pas comprendre ces handicaps-là? Ce n'est pas du vocabulaire, c'est concrètement dans les chiffres. Et c'est pour cette raison que nous prenons de manière didactique. Nous avons sur l'octroi de mer, sur le DGF, mais nous avons bientôt sur l'octroi de mer et sur les autres recettes. Hein. Mais il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, je voudrais poursuivre toujours, mais je passe la parole tout de suite à celui Patient qui l'a demandé. Après quoi, c'est toi. Patient. Alors, monsieur Patient, mais le micro est peut-être un petit peu loin de vous. Alors voilà, le temps qu'on le passe de main en main. Il a voulu parler. Oui, Président. Il y a un constat quand même autour de la table. Il y a un réel problème au niveau des finances locales de toutes les collectivités d'outre-mer. Ça, tout le monde l'a constaté. Bon, à partir de ce constat, maintenant, il faut venir aux solutions. Bon, celle qui est la plus menacée parmi les recettes, c'est l'octroi de mer. Et Madame Ouareau a raison. Chez nous aussi, il y a des communes qui vivent à 90% de l'octroi de mer. Les petites communes. Les grosses ont des ressources fiscales. L'octroi de mer représente 25 à 30% de leurs recettes. Mais pour les petites communes, c'est 90%. Toi-même, tu l'as dit, l'octroi de mer existe depuis très longtemps. Donc, la détruire ou la supprimer, rapidement, ce serait conduire encore à une plus grande faillite des collectivités locales, même si elles ne sont pas mises en faillite. Donc, il faut qu'elles restent, ou bien il faut qu'il y ait une recette de substitution. Je rappelle quand même que l'autonomie financière des collectivités locales, c'est un principe constitutionnel. Et l'État est garant de la mise à disposition des collectivités des ressources pour assurer leur mission de service public. Ça, là aussi, je pense qu'il ne faut pas le cacher. Nous étions à Bruxelles il n'y a pas très longtemps, et à Bruxelles, on nous a dit qu'il y avait un rapport d'étape qui devait être remis par l'État français pour pouvoir faire en sorte que l'octroi de mer soit reconduit. Et jusqu'à maintenant, ce rapport n'a pas été transmis par l'État français. Bon, tu es tout à fait d'accord. Donc, c'est une première démarche que nous pourrions avoir. On en a parlé dernièrement à Bruxelles, mais ça aussi, il faut qu'on incite l'État français à faire déjà ce premier travail. Il faut rappeler quand même que l'octroi de mer a été mis en place dans un souci de développement économique. Il s'agissait de protéger notre production locale. Bon, nous sommes en Europe, c'est le marché commun. L'Europe, ça fait très longtemps, fait en sorte que cette taxe soit supprimée. Bon, ça c'est un problème européen. Mais nous restons dans le cadre franco-français. Sans cette recette, nous ne pourrons pas vivre. Donc, il faut, première solution, première démarche, faire en sorte qu'elle soit pérenne. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire, elle est menacée, mais à chaque fois, elle est maintenue, parce que l'État français n'a pas trouvé autre chose, mais arrive quand même à convaincre ses autres partenaires de la nécessité pour ces territoires du maintien de cette taxe. Bon, je crois que moi, personnellement, qu'au niveau de l'octroi de mer, on trouvera quelque chose. Au niveau de la DGF, effectivement, dans la loi Girardin, on avait parlé de la mise en place d'une dotation spécifique pour l'outre-mer, une dotation d'ultra-périphéricité. Et là aussi, l'État n'a pas suivi, arguant du fait que, bon, les handicaps, effectivement, il ne fallait pas en tenir compte. On nous laisse toujours dans la même enveloppe qui ne progresse pas. Bon, ça aussi, je pense qu'il y a un gros travail pour qu'on fasse rentrer dans la DGF un certain nombre de critères qui ne sont pas pris en compte. À l'époque, on tenait compte de l'éloignement par rapport à la métropole, du potentiel fiscal, du nombre d'enfants. Bon, tous ces critères ont disparu et le principal critère qui est retenu, c'est le critère nombre d'habitants. Bon, ça peut
aller dans le sens de certaines grandes communes, mais pour les petites communes aussi, la DGF, c'est la portion congrue. Il y a bien des grosses communes, mais il y a beaucoup de petites communes, et sur celles-là aussi, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Bon, il y a d'autres critères, d'autres recettes qui permettaient à l'époque, aux petites communes aussi, parce que moi je n'interviens beaucoup pour les petites communes, hein, je suis maire d'une petite commune, bon, 10 000 habitants, c'est une grosse commune en France, mais c'est quand même une petite commune dans l'outre-mer. Nous avions le FRDE, le Fonds régional de développement économique, qui est une partie de l'octroi de mer, qui était répartie. Tu en dis trop là, tu vas trop vite. Il faut faire en sorte que tout le monde comprenne. Okay, et puis quand tu dis FNDE, il faut expliquer ce que c'est. J'ai bien dit, c'est le Fonds régional de développement économique, qui est une part de l'octroi de mer, qui logiquement est réservée aux investissements. À l'époque, ça aussi c'était réparti par la région en fonction des investissements des petites communes, alors que maintenant, bon, c'est réparti en fonction du nombre d'habitants et c'est les grosses communes qui en bénéficient au détriment des petites communes. Donc voilà pour moi quelques points précis sur lesquels on peut déjà discuter. Très bien, Anne-Marie Payette, tu veux intervenir. Donc le micro, voilà, fait le chemin en sens inverse. Passez le micro. Alors moi je voudrais dire que je me réjouis de cette mission qui a été décidée par le président du Sénat, d'autant plus que le président de notre commission des affaires sociales avait émis l'idée il y a 2 ans d'une grande mission dans tout l'outre-mer pour examiner l'ampleur de tous les problèmes sociaux, puisqu'il entendait régulièrement tous les parlementaires évoquer ces problèmes dans l'hémicycle, ou même en commission. Alors nous avons constaté que nos collègues, au fil des auditions, semblaient tempérer leurs opinions sur certains dossiers qui étaient délicats, comme celui de l'octroi de mer qui a été évoqué tout à l'heure. Et les professionnels ont asséné des chiffres, ils ont décortiqué le mécanisme de certains dispositifs qui avaient auparavant la possibilité de déclencher des grimaces ou des grincements de dents. Donc c'était vraiment un réel plaisir de voir leur réticence s'évanouir et leur intérêt croître pour notre département. Alors, ils ont bien enregistré que dans beaucoup de domaines, la Réunion est une terre de paradoxes, une terre de contrastes. Par exemple, nous avons de nombreuses créations d'entreprises, nous avons un taux de croissance de 5% depuis une dizaine d'années, mais malgré cela, nous avons encore un taux de chômage qui est très important. Bon. Nous avons de nombreuses créations d'entreprises tous les ans. Nous avons aussi, mais la durée de vie de ces entreprises est courte à cause du manque de formation, notamment dans le domaine de la gestion. Nous avons aussi des problèmes d'illettrisme qui sont importants. Mais à côté de cela, nous avons parfois des élèves qui obtiennent 20 de moyenne au baccalauréat. Donc je pense qu'il faut signaler les aspects un peu négatifs, mais aussi les aspects positifs de ce qui existe chez nous. Bon, l'alcoolisme, par exemple, fait beaucoup de dégâts. Et nous avons le taux d'abstinence. Anne-Marie, je veux bien, bien sûr, je ne veux pas te censurer, c'est pas l'objet de mon intervention. Seulement, nous sommes dans les ressources des communes, et après, nous allons, dans un deuxième temps, nous allons venir sur ces problèmes-là. Mais si on dégageait, parce que nous sommes venus trouver des solutions à des problèmes qui existent. Oui, je sais mais le bien, problème d'alcoolisme, le problème de mais... l'illettrisme, on va les aborder dans un deuxième temps. Je sais, Monsieur le Président, mais excusez-moi, mais je suis prise par le temps et je dois absolument vous quitter dans un instant. C'est pour ça que j'aimerais quand même m'exprimer sur ces sujets. Mieux maintenant. Voilà. Allons-y. Alors, l'alcoolisme fait beaucoup de dégâts, mais nous avons quand même un taux d'abstinents qui est beaucoup plus important que la moyenne nationale. Donc, c'est pour vous montrer tous les paradoxes, tous les contrastes qu'il y a dans notre île. Alors, nos entreprises ont besoin de cadres, mais souvent, elles vont recruter en métropole, malgré le nombre de surdiplômés qui augmente d'année en année. Bien. Alors, nous avons reçu de nombreuses propositions des professionnels, des socioprofessionnels, et le but de notre mission est de les analyser, d'essayer de les concrétiser pour enrayer tous les freins au développement. Voilà, je vous remercie. Merci pour votre intervention. Je voudrais juste dire 2 mots, parce que je ne voudrais quand même pas qu'on fasse peur à nos amis d'outre-mer sur un certain nombre de sujets. D'abord, contrairement à ce qu'a dit tout à l'heure Gélita Ouarou, il n'est pas prévu de supprimer en 2014 l'octroi de mer. Il est prévu, on est à mi-temps,
En 2004, il a été décidé qu'en 2014, il y aurait une revoyure, donc on reverrait le problème de l'octroi de mer, et qu'à mi-temps, on a un rapport à rendre, et comme l'a dit Georges Patient, il n'est pas tout à fait bien rendu comme il le faudrait. Donc il y a encore du travail à faire, mais l'octroi de mer, il n'a pas été décidé de le supprimer. C'est à nous de démontrer que c'est un outil intéressant et de qualité. Et je crois que c'est le rôle des parlementaires de travailler sur le sujet. C'est une des raisons pour lesquelles on est là. Je pense aussi qu'on ne peut pas dire que l'État ait abandonné la Réunion. Pour y être venu plusieurs fois, quand je regarde l'évolution en 20 ans de la Réunion, ce qu'on voyait il y a 20 ans et ce qu'on voit aujourd'hui, il y a une évolution considérable et extrêmement positive. Et avec un taux de progression de 5% par an, on en rêve, nous, en métropole. Donc il faut voir les aspects positifs. Bien sûr, il y a énormément de difficultés que l'on connaît, mais il ne faut pas croire non plus que les communes de la métropole ne connaissent pas des difficultés de financement. Et par contre, elles, on leur a dit, comme ici d'ailleurs, qu'on va leur supprimer à la fin de l'année la taxe professionnelle. Donc ça, c'est une certitude, alors que l'octroi de mer, c'est pas une certitude. Donc je vais simplement dire qu'il ne faut pas... C'est une inquiétude. Bon, ben, enfin, on est là pour se battre, nous les élus, et on est là pour gommer les inquiétudes. Mais on est là pour répondre aux soucis des maires. Et on est là pour essayer d'apporter des outils en fonction de ce qu'ils nous ont dit ou de ce qu'ils vont nous dire. C'est ça qui est important. Alors, justement, Monique Orphée, première adjointe du maire de Saint-Denis, la plus grande commune en nombre d'habitants de tout l'outre-mer, avec les problèmes que rencontrent vos collègues. Oui, bien sûr, Saint-Denis qui est la plus grande ville de l'outre-mer, 140 000 habitants. Et il y a un point sur lequel je voudrais donc insister et surtout relever par rapport à ce qu'a dit le sénateur Larcher. Si l'Europe nous a placé en objectif 1, c'est parce que l'Europe a considéré qu'on avait des handicaps. Et l'Europe nous aide de façon considérable. Et je suis d'accord avec le sénateur Larcher pour dire que je trouve dommage que l'État français n'ait pas pris, en tout cas, ces handicaps à la hauteur de ce qu'il est aujourd'hui. Et je veux m'expliquer parce que aujourd'hui, on considère un département outre-mer comme un département métropolitain. On est placé sur le même pied d'égalité. Or, on a une situation économique et sociale complètement différente. Monsieur Langenier l'a dit tout à l'heure, quand on a une ville de 140 000 habitants, et je parle sur le plan aussi de façon globale, on a aujourd'hui 30% de chômage à La Réunion. Aucune ville, aucun département de métropole n'a 30% de chômage. On a une demande en logement qui est insuffisante. 26 000 demandes de logement, avec une situation quand même sociale dramatique. En clair, 80% de la population, peut-être un peu moins salé, je vais dire 70% de la population, vivent avec des minima sociaux ou avec un salaire qui avoisine tout juste le SMIC. Les gens, avec la crise, sont frappés de plein fouet. Et toutes les mesures prises par le gouvernement, que ce soit la suppression des postes dans la fonction publique, nous frappent là aussi de plein fouet. On parle de développement économique. Moi, je parlerai aujourd'hui d'un pari qu'on a à relever, d'un défi qu'on a à relever en termes de développement humain. Et je m'explique en développement humain. Est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui, un département comme La Réunion ait un taux d'échec scolaire à 15%, le double de la métropole, vous êtes à 7% aujourd'hui, qu'un grand département comme de l'outre-mer ait aujourd'hui un taux de réussite, plutôt un taux d'échec en français de 53%, un taux d'échec en mathématiques de 49%. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a encore un rattrapage à faire. C'est vrai qu'on a des atouts, mais on a encore des rattrapages à faire et il faut nous aider à faire ce rattrapage. On parlait du bâti scolaire. Ben effectivement, aujourd'hui, on a le bâti scolaire qui date de 30 ans. La région nous a aidés à un moment donné à rénover ces bâtis scolaires. Mais c'est une des conditions à la réussite scolaire. Une des conditions aussi, c'est de créer des postes en maternelle, ce qui créera
ça aussi de l'emploi. Aujourd'hui, nos enfants de 2 ans, il n'y a que 7% des enfants de 2 ans qui sont scolarisés, alors qu'en métropole, on est à 35%. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors, qu'est-ce qu'on attend pour nous aider effectivement à relever notre niveau d'éducation, ce qui fait que demain on aura de la main-d'œuvre pour effectivement occuper des postes à La Réunion. Développement économique, oui, on a d'ailleurs un tissu économique dynamique, mais à condition aussi que derrière on ait des gens pour prendre ces postes et pour développer également La Réunion. Donc aujourd'hui les communes doivent faire face à toutes ces choses parce que là aussi l'État s'est désengagé à transférer un certain nombre de compétences, notamment en termes de construction de logements. Sur Saint-Denis, par exemple, on va passer, et c'est le défi qu'on va relever au niveau de Saint-Denis avec l'aide effectivement du département, de passer de 250 logements par an à 500 logements par an. Et on l'a inscrit dans le coffre. On veut bien faire cet effort, mais à condition derrière à nous aider aussi à faire un certain nombre d'aménagements du foncier, parce que qui dit logement dit aménagement du foncier, avec tout le problème d'assainissement qu'on connaît aujourd'hui, et ça a un coût. Ça a un coût, ça veut dire que là aussi, il faudrait trouver des fonds pour aménager le foncier. Vous, en métropole, vous l'avez fait dans les années 50, où l'État vous a aidé à aménager votre foncier, vous n'avez plus de problème d'assainissement. Aujourd'hui, les maires, alors je vous entends, mais les maires ont été mis en examen parce qu'ils étaient hors normes. Ça, c'est spécifique à La Réunion. Alors, quand est-ce qu'on va se dire, oui, on arrête de faire du blablabla, on pose vraiment les problèmes, on trouve des solutions, mais la solution, c'est malheureusement les finances, c'est l'argent. Ce n'est pas du blablabla écrire et puis nous dire ça ira, ça avance, il y a du progrès, mais on doit aujourd'hui, compte tenu de la crise, aller un peu plus vite, avoir des aides exceptionnelles pour qu'on puisse faire avancer le projet. Et je terminerai en disant, il y a eu un plan de relance. On a eu un plan de relance. On nous a demandé, nous, mairie, de faire accélérer, de faire des propositions, de faire accélérer le projet. On va nous accorder effectivement un budget supplémentaire. Au départ, sur Saint-Denis, on a sélectionné 10 projets. Après, on nous a dit 5 projets. Et au final, on a eu peut-être 2 projets, si ce n'est rien. Donc, on n'a rien eu dans le plan de relance. Donc, ça aussi, il faut le dire, parce que nous, on veut bien répondre à la commande publique, mais même en sortant des projets, si derrière, on n'a pas de financement pour faire accélérer ces projets-là, on ne pourra pas répondre à la commande publique. Voilà un certain nombre de constats que je voulais faire. Je ne sais pas si la solution est facile, mais je pense que la balle est dans le camp aussi de l'État qui doit nous aider à sortir, à faire face à cette crise. Je ne parle pas de l'autre volet aussi qui aujourd'hui nous pose problème. On parle du secteur marchand, mais on a besoin aussi d'un volet non marchand à travers des contrats aidés. Et vous savez qu'aujourd'hui, quand on prend un contrat aidé, c'est la mairie qui supporte derrière ensuite le coût de la CEDIC. Donc non seulement si on veut reprendre un contrat aidé, on prend le contrat aidé et on paye en plus la CEDIC. Ça c'est une réalité. Alors le préfet ici, il nous a aidé à écrire, il a écrit également à l'État pour dire de prendre en charge ce volet ascétique pour que l'État, les mairies n'aient pas à supporter ça. Mais ce sont ces problématiques que les députés, que les sénateurs doivent porter devant le gouvernement pour qu'on ait des aides supplémentaires, pour qu'on nous aide à sortir la tête de l'eau. Mais nous sommes là pour ça. Justement, je crois qu'autour de la table, tout le monde reconnaît, il ne faut pas qu'il y ait de mauvais procès, tout le monde reconnaît qu'il y a un certain nombre de succès à La Réunion. On a vu beaucoup de succès, il y a beaucoup d'avancées. Mais il reste encore des problèmes. Et nous, la mission, elle voit les succès, elle dit bravo, mais elle dit surtout, il reste des points noirs, des points obscurs, et c'est ce qui nous intéresse. Parce que si vous voulez tirer profit de notre passage ici, pour que nous soyons vos avocats, vos défenseurs là-bas, hein, il faut nous exposer les problèmes, et le financement des communes est un problème. Alors, je passe la parole tout de suite à mon collègue. Je voulais, pour en finir sur cette affaire, l'octroi de mer, parce que ça partit dans tous les sens. L'octroi de mer, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un impôt, une taxe qui est très ancienne, qui servait à financer les communes.
Après, la France est entrée, il y a eu l'Europe. Et la France a vendu, avec des guillemets, l'octroi de mer comme étant un dispositif susceptible de favoriser le développement, développer des entreprises locales, de la production locale et de ce fait l'emploi local. C'est ça l'objectif. Aujourd'hui, l'Europe a demandé, et chacun sait que l'un des principes fondateurs de l'Europe, c'est la libre circulation des marchandises, des hommes et des capitaux. L'Europe a perçu la chose, ce dispositif, comme un droit de douane, ce qui est incompatible avec son principe fondateur. Par conséquent, a interpellé le gouvernement français qui, après moult débats en 2003, a obtenu une prolongation de cet octroi de mer jusqu'à l'horizon 2014, soit pendant 10 ans. Il était bien entendu qu'en cours de route, à mi-parcours, la France remettrait un rapport aux autorités européennes pour montrer la pertinence du dispositif en regard de la création d'emplois et du développement économique. Aujourd'hui, ce rapport, nous a-t-on dit à Bruxelles, ne démontre rien. C'est ce qu'a dit l'Éric Doligé. Donc, il nous appartient, connaissant cela, nous, sénateurs de France, de dire à la France, écoutez, soyez sérieux, il faut mettre les outils en place pour pouvoir montrer que c'est important que l'on maintienne ce dispositif. Parce que pour l'Europe, le financement des communes par l'octroi de mer, c'est un problème franco-français. Ça n'entre pas, c'est un dispositif, il faut bien comprendre cela. Bon, alors pour nous ultramarins, nous avons intérêt que cela perdure, et cela doit pas. Aujourd'hui, si on ne met pas la balle au centre, s'il n'y a pas un rapport susceptible de prouver la pertinence de l'opération, il faudrait qu'il y a deux solutions. Soit l'on trouve une recette alternative, auquel cas il faudra réfléchir dès maintenant, même si on ne le dit pas fort, ou bien, soit que la France obtienne que la mesure perdure, mais ce sera une disposition politique, et non pas par une démonstration administrative ou bien technique. Voilà le problème. Alors, nous avons jusqu'à 2014, on en parle aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas attendre jusqu'à 2014 pour qu'on s'en occupe au dernier moment. Par conséquent, il faut le dire, nous sommes des gens adultes, hein. Il y a des difficultés, il faut dire les difficultés, mais il ne faut pas se pleurer, il faut se dire, bon, il faut se battre. La vie est un combat, et quand on choisit d'être un homme politique, il faut savoir, c'est un combat de tous les jours qu'on doit mener, rien n'est acquis, il faut se battre, et c'est en se battant qu'on conquiert des espaces de liberté, mais d'action aussi. Et à toi. Merci, Président. À ce stade de la discussion, chacun s'accorde à féliciter la mission. Moi, j'aurais souhaité que un des actes forts de cette mission consisterait à arriver à la conclusion suivante. C'est que on reconnaît qu'il y a un déficit structurel des finances des collectivités locales. Première observation. Deuxième observation, le mot handicap a été annoncé. Moi, ce terme ne me plaît pas trop. Je dis simplement, nous avons des réalités qui sont tout à fait différentes. Quelles sont ces réalités qu'on ne retrouve pas ailleurs? Des réalités en matière de phase de développement. Nous avons un sous-équipement, un déficit infrastructurel, que ce soit les chiffres que j'ai pu observer hier du Conseil général de la Réunion, qui a un ratio qui est beau, par rapport à l'investissement qui est supérieur par rapport à la moyenne nationale. On pourrait dire les mêmes chiffres pour la Guyane et aussi la Martinique et la Guadeloupe. Ce qui veut dire qu'il y a à la fois la nécessité de combler un déficit infrastructurel dans des domaines qui sont importants. La région Guadeloupe, la Réunion, pardon, nous disait qu'ils ont réalisé 40 lycées depuis un certain nombre d'années. En Guyane, c'est la construction de 2 lycées par an en Guyane. Nous avons des besoins également en matière de construction au niveau donc des collèges et des écoles primaires. Et de même, nous devons être aussi à la pointe de la technologie. Et nous avons rencontré ce matin donc dans les salons de la préfecture des spécialistes, des entreprises qui se positionnent effectivement dans ces secteurs qui sont innovants et qui sont porteurs de création d'emplois. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à ces réalités,
admettons également, reconnaissons-le également, que la réponse de l'État n'est pas adaptée. Et je le dis à nos collègues sénateurs, quand on se faisait le porte-parole des collectivités locales, en disant que la LODEOM a oublié les collectivités locales qui jouent un rôle fondamental, pas simplement en tant que buvard social, mais aussi en matière de développement économique. Quand la région de la Réunion investit plus d'1 milliard d'euros pour réaliser la route des Tamaras, et qu'on peut multiplier ces exemples, c'est-à-dire que ce sont des investissements qui boostent l'activité économique, qui dynamisent l'activité économique. Or, la loi qui a été proposée a été une loi qui s'est focalisée exclusivement sur la défiscalisation et non pas apporter une aide au profit des collectivités locales qui jouent un rôle fondamental, mais pas simplement en Guyane, à La Réunion, en Martinique, Guadeloupe, mais aussi en métropole. Nous savons bien que les collectivités locales jouent un rôle fondamental dans la commande publique, autour de 70% en métropole, et quand nous voyons les chiffres dans les DOM, c'est plus de 90%. Donc, il y a une nécessité de reconsidérer ce déficit structurel des collectivités locales. Ça veut dire qu'il faut reposer la question de la solidarité, donc de la péréquation. On en discutait tout à l'heure en matière de la dotation globale de fonctionnement. Et je veux citer 2 exemples pour bien montrer que les collectivités locales sont traitées d'une certaine façon. Et je parle des collectivités d'outre-mer. Là, le critère, notamment qui a été voté l'autre jour, enfin il y a 2 ou 3 ans de cela, sur la dotation en termes de superficie, où il est préconisé à peu près 5 € par hectare, c'est bien ça, par commune de montagne, me semble-t-il que La Réunion fait partie, une partie montagneuse. Quand il s'agit le projet que nous a démontré qu'il faut faire donc l'eau passer de l'est vers l'ouest, il s'agit bien d'aménager une zone montagneuse. Or, pourtant, La Réunion n'a pas été retenue, ne bénéficie pas de ces 5 €, alors que d'autres communes de la métropole, qui se situent en zone montagneuse, bénéficient de ces 5 €. Nous sommes comme en Guyane, comme les autres collectivités locales, au même niveau de la moyenne nationale, à savoir 3 €, avec une double peine pour la Guyane, parce que nous sommes plafonnés. Donc je crois que l'intérêt de cette mission, c'est de bien faire comprendre à tous nos collègues sénateurs qu'il y a une réalité, qui est tout à fait différente. Ça demande une nécessité de rattraper cela. Donc il s'agit donc d'aborder la question de la solidarité, de revoir la question de la péréquation par rapport aux finances des collectivités locales, effectivement pour rattraper ce retard indispensable. Très bien, fort bien, chers collègues. Mes chers amis Beko, d'abord. Chers collègues Beko. Un mot, oui, Président. Moi, je voudrais dire que nous avons bien compris les réalités de la Réunion, les difficultés qu'ils se sont rencontrées. Nous avons aussi, moi je pense, c'est mon ressenti, après 3 jours de mission, beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir parce que nous avons rencontré des gens, des personnes, des professionnels d'une très grande qualité. Nous avons rencontré une capacité dans ce territoire à imaginer, à innover, à créer avec une très forte volonté, quelque chose d'extraordinaire. Je pense que là, vous avez vraiment pris à bras le corps, moi je pense, votre destin. Mais je vais un peu plus loin. Parce qu'il ne faut pas non plus tout attendre. Il y a des choses à faire que vous pouvez réaliser aussi vous-même, que nous réalisons dans nos départements français, parce que nous n'avons aussi. Moi, je suis dans un département rural dans l'ouest de la France. Nous rencontrons des difficultés. Eh bien, vous avez le tourisme aussi. Alors si je parle du tourisme, c'est que je suis président d'Audit France et quand même l'année passée ou depuis 2 ans, nous avons apporté beaucoup d'argent sur le tourisme en Guyane. Il y a un rapport qui a été fait d'ailleurs à ce niveau-là. Vous en avez été destinataire et je dois dire que sur le plan du tourisme, vous avez un véritable travail là à organiser.
Le tourisme, c'est l'industrie. Moi, je dis souvent, j'ai l'habitude de dire, c'est l'industrie du pauvre, parce qu'elle ne coûte pas, mais c'est la plus importante industrie que l'on peut développer. Jusqu'à présent, nous avons fait souvent un tourisme de cueillette, c'est-à-dire que nous attendions. Et aujourd'hui, il faut être beaucoup plus volontaire, il faut être beaucoup plus créatif. Et moi, je pense que là, vous avez aussi à réfléchir ensemble. Il faut créer des nouveaux produits touristiques sur la Guyane, parce qu'il n'y a pas de doute que vous ne pourrez pas faire concurrence à Maurice, à côté. Vous n'avez pas les mêmes plages, mais vous avez 35 km de plage, je crois m'en souvenir, c'est ce que j'avais dans le rapport d'Audit France. Vous avez par contre un tourisme intérieur. Moi qui suis un homme du rural, moi je vous dis que le tourisme intérieur, et quand on s'adresse aux Européens et aux Européens du Nord en particulier, c'est pas de la plage qu'ils veulent, c'est du tourisme intérieur, c'est voir ce qui se passe à l'intérieur. Vous avez un volcan exploité, vous avez des randonnées à mettre en place, vous avez un tourisme, vous avez un patrimoine naturel extraordinaire. Alors, moi, je peux dire, après cette mission, oui, nous avons compris, et moi, en ce qui me concerne, j'ai bien compris, mais je dois dire que un certain nombre de choses. On ne peut pas laisser dire que la métropole n'a rien apporté. Moi, je crois qu'elle a beaucoup apporté, mais et aussi ensemble, il y a un rattrapage. Eh bien, oui, moi, je pense que cette mission va permettre justement de faire ressortir ce rattrapage. Mais je pense aussi que ensemble, nous devons, et en particulier dans certains domaines, nous devons ensemble réfléchir peut-être sur des produits nouveaux. Non, il faut que tout le monde soit d'accord ici, que vous comprenez bien. Personne, je dis, ici, nous sommes venus pendant 3 jours ici et on a constaté d'énormes succès de la Réunion. Que la Réunion bouge, la Réunion se développe. Nous avons rencontré des gens qui ont une volonté commune de développer leur département. Nous avons vu des gens qui se sont organisés en filière pour pouvoir développer le pays. On a vu que tout le monde ramait dans le même sens. Tout le monde ramait. Mais chacun avec sa propre sensibilité. Il faut pas on ne dit pas que la France n'a pas investi ici. On ne dit pas que la France non. Nous sommes un territoire français. Il faut le savoir en permanence. Il faut pas un procès à la France. On fait parfois un procès au centre exécutif. Mais ce n'est pas la France qu'on fait un procès. Il y a des succès ici, c'est indéniable, il serait quand même malhonnête intellectuellement de ne pas le reconnaître. Il y a une volonté de développer, il y a une volonté de faire, mais seulement, on a aussi reçu un certain nombre de messages disant que dans la répartition des richesses, il y a parfois des laissés pour compte. Il faut le dire aussi. Et ça, on l'a entendu, il faut qu'on soit honnête pour dire tout. Mais Madame la Présidente du Conseil général... Il y avait votre collègue qui voulait prendre la parole. Non, Madame la Présidente du Conseil général, je préside aujourd'hui. Souffrez que je préside. Je vous passe la parole parce que vous avez entendu cette chose qui vous interpellait. Et puis après, je passerai à mon collègue. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voulais remercier les sénateurs et l'ensemble de vos collègues. Sur 3 jours, vous êtes venus et je crois que vous avez constaté que sur ce petit département français, jeune département en 60 ans, les investissements de l'Europe, comme les investissements de l'État, ont porté ses fruits. Et je crois vraiment pouvoir dire que même si nous rencontrons encore des difficultés, parce qu'il y a des retards structurels, et je parlerai dans un moment des finances, principalement des finances qui concernent le Conseil général, la collectivité que je préside. Ces efforts ont porté ses fruits. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une jeunesse formée. Nous avons des structures qui ressemblent à n'importe quel autre département de métropole. Mais nous continuons à garder nos handicap structurel. Et au fond, qu'est-ce qui s'est passé et quelle est la situation? Depuis la 2e décentralisation, la structure de notre population, qui reste encore jeune, avec des besoins en équipement encore importants, avec la demande de construction, que ce soit sur les écoles primaires, ou bien les collèges, ou encore les lycées, eh bien, nous avons encore à investir. Et puis, vous avez rappelé, les collectivités locales sont donneurs d'ordre en termes de commandes publiques. Et chaque année, le Conseil général de la Réunion, nous apportons entre 250 à 270 millions d'euros d'investissement, comme nous apportons une aide
à des communes au travers le contrat de coopération communale, parce qu'il est vrai aussi que les communes connaissent, de par justement une DGD qui n'est plus suffisante aujourd'hui, parce que la population continue à augmenter, parce que nous avons des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Alors oui, le modèle de développement qui a porté ses fruits, eh bien ce modèle-là s'essouffle. Et il nous appartient à nous, c'est pour ça que le président de la République, et je crois que c'est pour ça que cette mission des sénateurs est ici présente, de rencontrer l'ensemble des élus, des forces vives, pour se dire quel autre modèle nous pouvons mettre en place. Alors, le Conseil général de la Réunion, nous pouvons dire que les mécanismes financiers liés à la deuxième décentralisation ne nous permettent plus aujourd'hui, effectivement, de compenser ce que nous devons faire. Je parle principalement, je vous l'ai dit hier, la compensation liée au RMI. En 2004, les départements ont eu à gérer le RMI. Et chez nous, on sait que ça touche énormément de personnes. Aujourd'hui, 67 000 allocataires de RMI. Et la compensation ne correspond pas aux dépenses que nous avons aujourd'hui à effectuer au sein du Conseil général. De la même manière, pour ce qui revient aux personnes âgées, l'allocation personnalisée à l'autonomie, eh ben, nous n'avons pas la compensation nécessaire. Eh ben, ça creuse les budgets. Comme pour les communes, au niveau du Conseil général, nous avons aujourd'hui des budgets qui ne peuvent plus répondre à ces besoins. Et nous, c'est la TIPP qui nous permet effectivement de faire face à cela. Donc, il nous appartient effectivement de montrer et de dire à l'ensemble des sénateurs, mais aussi à l'ensemble des députés et aux membres du gouvernement qu'il nous faut trouver autre chose et qu'il nous appartient à nous tous aussi d'y réfléchir pour que dans les années qui viennent, on puisse répondre à ces demandes. Et comme nous sommes en période de crise, eh ben le citoyen, il se retourne vers nous collectivités, que ce soit dans les communes ou Conseil général, en demandant à ce que nous prenions en compte leur situation spécifique. Je pense aux jeunes en situation parfois de rupture familiale ou de demande d'emploi, je pense aux FIMER, je pense à tous les femmes âgées, aux personnes qui attendent un logement. Et je voudrais vraiment dire une chose. Je voudrais que la LODEOM et que vous-même vous soyez nos interprètes auprès de tous ceux que vous allez rencontrer sur deux demandes. La crise du logement dans les départements d'outre-mer et principalement à La Réunion. Parce que empêcher les familles de s'abîmer, c'est garder la cohésion sociale. Empêcher un jeune de s'abîmer, c'est garder de la cohésion sociale. Et pourquoi est-ce que les maires ou les conseillers généraux, eh ben, nous sommes alarmés aujourd'hui? C'est parce que nous sentons bien que la demande devient plus forte, la demande sociale devient plus forte, et quand nous consacrons presque 66% de notre budget sur 1,4 milliard d'euros, et donc il faut quand même dire que l'Europe et l'État français nous donnent des sous, 1,4 milliard d'euros, c'est de l'argent. Simplement, la demande devient grandissante et il nous faut trouver peut-être, je dirais, un autre braquet, parce que la défiscalisation a aussi apporté des effets pervers sur le prix du foncier, principalement à La Réunion, et il nous appartient à nous de réfléchir, parce que les collectivités ne pourront plus faire face à ces demandes croissantes, principalement en matière sociale. Nous, il nous faudra attendre 2030 pour que notre transition démographique soit assurée. Et jusqu'à 2030, il nous faut encore être accompagnés. Et une petite suggestion. Alors oui, l'import, le modèle d'import-substitution, ça a apporté ses fruits, mais peut-être qu'aujourd'hui, il nous faut réfléchir à comment importer avec les pays de la zone environnante. Pourquoi est-ce que Maurice ou l'Afrique du Sud peut s'acheter des matériels avec les normes anticycloniques et payer moins cher, alors que nous sommes obligés d'importer de l'Europe, ce qui fait que tout ce qui arrive ici coûte plus cher. Donc voilà des réflexions, et il appartient à nos députés, à nos sénateurs, de porter un certain nombre de réflexions au plus haut lieu, parce que nous savons qu'effectivement la demande sociale va grandissante. Oui, merci Madame la Présidente. Deux choses avant de passer la parole à Monsieur le maire, je suis après toi, Madame Morveau. Mais vous dire que si nous sommes ici, c'est la décision du Sénat. Oui. Il soit clair. Il faut que ce soit clair. Et autre chose, vous comprenez là notre souci de parler de finances locales. Vous avez parlé de logements sociaux. Il ne peut y avoir de logements sociaux que si les communes mettent à disposition des terrains, mais des terrains viabilisés. Et pour que les communes puissent mettre des terrains viabilisés, il faut qu'elles aient des financements.
donc des fonds propres aussi. Et c'est ça le problème des finances locales. Et puis vous avez parlé du problème de l'insertion de la Réunion dans son environnement géographique, dans l'océan Indien. Et bien là, nous avons des problèmes, des écueils avec l'Europe, mais ça fera l'objet d'une discussion plus tard. Monsieur le maire de Port. Je voulais intervenir à nouveau, disons pour bien attirer votre attention sur le fait qu'on a des retards importants. Je pense qu'effectivement, depuis 50 ans, il y a eu des réalisations qui ont été faites, et sur tous les plans, il y a eu des avancées, mais le fait est qu'aujourd'hui, on est à 52% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est un taux qui est officiel, ça a été annoncé par l'INSEE il y a quelques semaines de cela, ça a été reconfirmé par d'autres études qui ont été faites ici de façon tout à fait officielle. Donc, on a une situation sociale catastrophique. Et on est confronté à cette situation-là avec les retards sur le plan des équipements. On est encore à construire des écoles maternelles, des écoles primaires. La première adjointe de la mairie de Saint-Denis rappelait qu'il y a un certain nombre de communes actuellement qui sont mises en examen parce que on a porté atteinte à l'environnement, nos stations d'épuration n'étant pas aux normes européennes. Bon. Et ça représente des investissements. Pour 2 communes qui se sont regroupées en un syndicat unique pour l'assainissement, on va bientôt démarrer une extension et une mise aux normes de notre station. Ça va nous coûter 25 millions d'euros et on va devoir financer ça. Et c'est pour nous une charge lourde qu'on aura à financer. Donc on est confronté à cette situation paradoxale, avec des choses qu'on peut considérer comme en pointe, mais en même temps, on a une situation sociale extrêmement difficile, et c'est ça qui fait la difficulté aujourd'hui, parce que les communes en particulier se trouvent face à cette situation-là, et il y a des demandes d'emploi, de formation, de logement, et c'est des sujets sur lesquels on n'a pas forcément la réponse. Quand on prend le logement, par exemple, avec ce qu'on a eu depuis quelques années ici, on a fait le constat d'une augmentation très importante du prix du foncier. Faire du logement social aujourd'hui, avec les coûts de foncier qu'on a, c'est quasiment impossible. Donc il faut que les collectivités interviennent, et depuis quelque temps, dans le montage des opérations de logements sociaux, si la communauté d'agglomération n'intervient pas à hauteur de 10 000 euros par logement, eh bien ça ne se fait pas. Et on a les difficultés parce que les coûts plafonds n'ont pas été revus depuis un certain nombre d'années et les appels d'offres sont infructueux. On n'arrive pas, pour certaines opérations, à trouver des sociétés pour faire du logement social. Donc, on est véritablement dans une situation extrêmement difficile et il faut voir les solutions. On parle de recettes, notamment de la fiscalité, avec les APE, les accords de partenariat économique qui vont se faire dans quelques années. Quid de l'octroi de mer? Comment l'octroi de mer va se concilier avec la libre circulation de marchandises à travers les accords de partenariat économique avec les pays de la zone. Donc, l'inquiétude qu'on a aujourd'hui par rapport à certaines recettes, cette inquiétude-là, moi je pense qu'elle est fondée et il faut qu'on arrive à trouver des solutions qui soient compatibles et qui nous permettent d'avoir nos recettes non seulement confortées, mais également augmentées si on veut faire face aux problèmes, aux urgences qu'on a aujourd'hui. Et je pense qu'au niveau des communes, on n'a pas la même structure de recettes fiscales que les communes de France, avec l'octroi de mer ici. Mais globalement, je pense que les recettes pour La Réunion sont inférieures en moyenne aux recettes fiscales ou des dotations de l'État que les communes françaises ont en moyenne. Donc là, je crois qu'il y a un effort à faire
au niveau du rattrapage et à faire en sorte qu'on puisse bénéficier de dotations exceptionnelles pour faire face à la situation, au retard et aussi les besoins nouveaux qu'on n'arrête pas de constater compte tenu de la démographie qui est particulière. Ici, on est à 800 000 habitants et les chiffres donnent 1 million d'habitants dans moins de 2 décennies. Ce qui fait que là, il y aura des besoins nouveaux qui peuvent être quantifiés année après année si on veut rattraper le retard et surtout si on veut pouvoir arriver à un niveau moyen national dans les 10 ou 15 ans à venir. Je crois qu'il y a un effort exceptionnel qu'il faut faire et les communes doivent pouvoir bénéficier de dotations. On a parlé de la DGF, mais il y a peut-être là effectivement à creuser de façon à ce qu'on ait sur ce plan-là, eh bien, le niveau de fiscalité et de dotation en adéquation avec cette situation-là. D'accord. Je retiens, vous avez parlé de fiscalité, mais on en reviendra tout à l'heure. Je passe la parole de suite à mon collègue Sutour. Oui, je crois que pendant ces quelques jours où nous avons parcouru votre île, on a l'habitude de dire, quelqu'un avait l'habitude de dire, il n'est de richesse que d'hommes. Je crois que la Réunion, elle est très riche en femmes et en hommes de qualité, actifs, dynamiques, mais vous avez une situation économique qui est sociale, qui est particulièrement difficile. Moi, je crois que on a beaucoup parlé de l'État. Alors, je ne veux pas faire de politique politicienne ni être désagréable, mais l'État, il s'incarne dans un gouvernement et dans une politique. Et je crois que, suivant la politique qui est menée par notre gouvernement au niveau national, cela a des conséquences. Cela a des conséquences. Et une situation qui fait des décisions qui font que la situation de nos communes métropolitaines est difficile, que la situation de nos populations en métropole est difficile, eh bien évidemment, avec la situation que vous avez en Outre-mer, eh c'est accentué et c'est multiplié à puissance X. Quand on fait une certaine politique en matière de services publics, ça a des conséquences en métropole, ça a des conséquences beaucoup plus graves chez vous, à l'île de la Réunion. Quand on fait une certaine politique en matière d'éducation, où on supprime des postes, on nous a annoncé qu'il y avait des postes supprimés à l'université, par exemple, de la Réunion, ça a des conséquences. Donc il y a quand même des choix politiques qu'on ne peut occulter, on n'est pas là dans... et suivant les choix que l'on fait, cela a des conséquences dans l'action quotidienne. Alors, moi je crois que ce qu'il faut, on a beaucoup parlé de l'Europe. Moi, je suis très investi au Sénat dans les affaires européennes, parce que je suis vice-président de la Commission des affaires européennes. J'ai été particulièrement choqué lorsque nous avons visité la route des Tamarins, une très belle réalisation du Conseil régional de la Réunion, de voir qu'il y avait très peu de l'argent de l'État français. Il y avait de l'argent de l'Europe. 15%, on nous a dit, c'est pratiquement que de l'argent de l'Europe. Et 85% du Conseil régional de la Réunion. Eh bien, pourquoi? Parce qu'au niveau européen, il y a une idée qui est une bonne idée, qu'il faut remettre à niveau les régions et les pays qui sont en dessous de la moyenne de richesse de l'Union. Ça a été fait au niveau européen stricto sensu. C'est fait aussi, vous avez parlé de l'objectif 1, ça a un peu évolué maintenant, mais c'est fait aussi pour les DOM. Et je pense qu'il faut qu'au niveau national, au niveau gouvernemental, on fasse la même chose. Il faut faire un effort considérable sur les départements d'outre-mer pour les remettre à niveau par rapport à la métropole. Ce que l'Europe a fait pour certains pays, le sud de la Grèce, le sud de l'Italie, l'Irlande, le sud de l'Espagne, où ces zones maintenant ont été remises à niveau, eh bien il faut que le gouvernement français, parce que moi je suis désolé, l'État, il s'incarne dans une politique et dans un gouvernement. Il faut que le gouvernement français le fasse maintenant pour les départements d'outre-mer en général et pour la Réunion en particulier. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne souhaite pas être trop long, mais je le répète, l'État s'incarne dans un gouvernement et dans une certaine politique. Merci. Il ne nous reste plus que 13 minutes. 13 minutes. Donc je passe la parole à Madame Borvo. Ensuite, les 13 minutes qui resteront seront réservées à nos collègues de la Réunion. Et M. Guinet ne s'est pas exprimé. Mais tout de suite après, c'est M. Guinet. D'ailleurs. Tout de suite après, ça sera lui. Merci. Je vais être très très brève. Je voulais simplement dire que si nous sommes ici des sénateurs d'outre-mer,
d'outre-mer et des sénateurs hexagonaux, disons, c'est parce que notre Assemblée en a décidé, à l'unanimité des présidents de groupe ainsi, et donc c'est une mission parlementaire. Et si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a les fortes revendications qui se sont exprimées de façon diverse outre-mer dans la période toute récente et qui continuent de s'exprimer. Et que nous voulions faire notre travail de parlementaire, non pas vous dire ce qu'il fallait faire, mais écouter, parce qu'au Parlement, évidemment, il faut des majorités, donc écouter pour essayer de répondre avec évidemment nos différences, nos différentes analyses et les batailles que nous pouvons mener, chacun pour ce que nous croyons, sans doute, au niveau du Parlement national auquel nous appartenons tous. Donc moi, je vais m'en tenir à la fiscalité. Je vais dire deux choses. Ici, nous avons bien entendu ce qu'il en était des difficultés, à la fois la vitalité, comme tout le monde l'a dit à juste titre, mais les difficultés propres, qu'elles soient historiques, qu'elles soient géographiques, Et c'est vrai que du point de vue de la fiscalité, par exemple, l'octroi de mer, quand on est dans un environnement où les pays émergents vont bien entendu protéger leur production locale, souvent avec des salaires plus bas, il est clair que l'Europe doit se poser la question par rapport à aux territoires d'outre-mer. Et donc l'octroi de mer, à mon avis, devrait être défendu fortement par le gouvernement de la France au niveau européen. Vous voyez, parce que c'est un intérêt, je dirais, pour tout le monde en quelque sorte, et tout particulièrement, bien sûr, pour vos productions nationales. Ensuite, sur le plan plus large de la fiscalité, moi je crois qu'il y a un très très gros problème de la fiscalité locale, parce que les collectivités locales sont de plus en plus de charges qui leur ont été transférées par l'État sans compensation idoine, et qui plus est, on voit bien qu'on est dans une période où quand même les plus riches ont eu beaucoup de dégrèvements fiscaux dans la dernière période, et maintenant on parle de supprimer la taxe professionnelle. Donc en quelque sorte, qui va payer la fiscalité? Est-ce que c'est ceux qui ont la chance en quelque sorte d'être salariés, disons, modeste, moyen, ou est-ce que quand même on va avoir une justice fiscale qui permette d'une part d'avoir des ressources fiscales importantes qui reposent et sur les plus riches et aussi sur les entreprises qui font des gros bénéfices, pas celles qui n'en font pas, et puis est-ce qu'on va avoir une véritable péréquation qui fait que les collectivités locales qui sont qui ont les plus grandes difficultés, les difficultés, c'est pas que des difficultés, qui ont le plus de jeunes, le plus de vieux, enfin il y a des spécificités des collectivités, et vous avez les vôtres, qui leur permettent d'avoir des ressources égales, disons, pour l'égalité, et pas des ressources ridicules parce qu'elles n'ont pas la chance d'avoir des très riches sur leur territoire et des grandes entreprises. Voilà. Je vous remercie. Monsieur le maire adjoint de Saint-Leu. Oui, bonjour à tous. On ne peut que se féliciter d'abord d'avoir une mission de parlementaires qui viennent dans notre île regarder de plus près les difficultés que nous rencontrons. Bon, je ne vais pas réinventer tout ce qui s'est dit, simplement remettre l'accent sur les difficultés de nos finances locales, dans la mesure où, mais ça a été dit par les uns et les autres, donc, mais simplement recentrer par rapport à ce que nous rencontrons dans notre commune. 75% de notre budget passe dans le fonctionnement. On a pallié dans l'histoire, ça a été dit par le président tout à l'heure, une situation de l'emploi difficile sur notre île, et donc on a fait office de tampon par rapport à ces difficultés-là, ce qui a entraîné effectivement ces dérives budgétaires qu'il nous faut aujourd'hui corriger doucement, mais encore faut-il qu'on ait les moyens de faire ça. Aujourd'hui, on ne les a pas, il faut reconnaître ce qu'il en est. Ensuite, on a des besoins énormes en investissement structurant dans nos collectivités, dans nos communes. Et là, on a effectivement d'énormes difficultés pour mettre ça en place vis-à-vis de difficultés que nous rencontrons. L'économie que nous avons je parle de notre commune, de ma commune principalement,
C'est une commune qui est relativement peu développée économiquement, qui veut se tourner vers le tourisme, puisqu'on est relativement bien placé dans pour ce secteur-là. Encore faut-il qu'on mette en place toute la structuration qu'il faut, et c'est pas facile, vous devez vous en douter. Alors voilà un peu la difficulté que nous rencontrons. Une grosse partie, les trois quarts de notre budget, c'est du budget de fonctionnement. On a des recettes fiscales relativement difficiles chez nous par rapport aux taxes d'habitation, taxes sur le bâti, taxes foncières, qui sont relativement différentes par rapport à la métropole. Donc on a des recettes fiscales déséquilibrées, entre guillemets, par rapport à ce que vous pouvez rencontrer en métropole. Et on a cet octroi de mer qui nous permet effectivement d'équilibrer ces budgets. Et aujourd'hui, on est très très inquiet sur l'avenir, d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas 2014 l'échéance de l'octroi de mer, on ne se fait pas beaucoup d'illusions sur le long terme. Donc il faut absolument qu'on réfléchisse très sérieusement à une pérennisation de nos recettes fiscales, avec la taxe foncière, la taxe professionnelle qui va disparaître à terme, ou tout le moins bien limitée. On va se retrouver pieds et poings liés avec des dotations de l'État, en sachant pertinemment que les dotations de l'État sont calculées un jour sur une base, mais l'évolution est très compliquée à faire suivre, et donc on ne peut qu'être inquiet sur cet avenir-là. Mais j'invente rien, tout le monde l'a dit autour de la table. Oui, mais Monsieur le maire, les seuls combats perdus d'avance, c'est ceux qu'on ne livre pas. Donc, vigilance pour l'octroi de mer et battons-nous. Monsieur Jean-Paul Vigard-Poulet. Monsieur le Président, moi je vais vous dire que je suis confiant, pas d'un optimisme béat, mais d'une confiance raisonnée, teintée d'inquiétude à cause de la crise qui sévit et qui a été entraînée par une faillite du système financier mondial, dont personne ne mesure ni la durée ni les conséquences. Mais hormis cette inquiétude, je pense qu'il faut être confiant et relativiser les choses par rapport à plusieurs facteurs. D'abord, relativiser par rapport à notre histoire. Quand on regarde ce qu'était cette île, comme l'a dit si bien mon ami Éric Doligé, et qu'on voit aujourd'hui où en est la Réunion, les autres DOM y compris, il y a eu un chemin parcouru que tout cet océan de misère qui nous entoure aurait bien aimé parcourir. Ici, on est soigné mieux que dans certains pays d'Europe. Mieux. Ici, il y a l'échec scolaire, mais il y a l'échec scolaire aussi dans d'autres départements français. Mais on est département depuis 50 ans seulement. Et je suis d'accord avec ma collègue, premier adjoint maire de Saint-Denis, que ça c'est un cancer et qu'il faut l'éradiquer. Mais ça ne se fait pas en un jour parce que c'est un problème d'environnement social, c'est un problème d'accompagnement scolaire, c'est un problème de moyens, c'est un problème... Mais on avance. On avance, on avait 50 bacheliers en 1955, on en a plus de 3 ou 4 000 aujourd'hui. Ce sont des progrès. Relativiser et aussi prendre conscience que la responsabilité est partagée. Il n'y a pas l'État d'un côté, quelle que soit la majorité. Moi, j'ai voté la confiance au gouvernement Rocard. On ne peut pas me soupçonner d'être complètement fermé. Oui, j'ai pas voté la censure en 1900. Vous pouvez vérifier, vous verrez. Parce que la CSG était une bonne réforme. Et quand j'avais demandé si on la supprimerait, on m'a dit non, parce qu'elle sauve la sécurité sociale. Je lui ai dit, mais si vous ne la supprimez pas quand vous arrivez au pouvoir, il vaut mieux que je la vote tout de suite. Donc, relativiser pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un climat de crise, il faut que nous soyons responsables. Responsables parce que nous vivons de 3 moyens. La solidarité européenne, la solidarité nationale, et ce que j'appelle la solidarité interne, c'est la production de richesses qui produit une fiscalité, et la solidarité interne conjuguée à la nationale et à l'européenne permet aux DOM d'avancer. Dans les années à venir, il faudra être responsable d'abord en sachant que la solidarité européenne n'augmentera plus. Et elle va même diminuer, parce qu'il y a des pays d'Europe qui ont un niveau de vie plus faible que le nôtre. La solidarité nationale aussi. Et par conséquent, il va falloir se retrousser les manches pour produire plus de richesses dans les domaines qui ont été prévus dans la LODEOM. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on est au Sénat dans une logique de parlotte, mais dans une logique d'action. Je signale quand même qu'entre le moment où nous sommes rentrés, tous collègues confondus, dans l'hémicycle du Sénat, le déficit de la France était à 104 milliards,
Et lorsqu'on a eu voté la LODEOM, ce même déficit était passé à 105 milliards, c'est-à-dire que la LODEOM a coûté 1 milliard aux contribuables français, aux générations futures. Ça, c'est pas de la parole, c'est de l'action dans des domaines clés que sont les TIC, l'agroalimentaire, les énergies renouvelables et tout ça. En valorisant ça, nous allons augmenter la solidarité interne et donc la fiscalité locale. Et quant à l'octroi de mer, j'étais en mission à l'époque, mis par M. Raffarin pour faire le rapport sur l'octroi de mer qui a donné ce sursis de 10 ans. Je pense qu'une bonne fois pour toutes, et je l'ai dit à mes collègues de la Guyane, je l'ai dit au président Larcher, il va falloir qu'on se réunisse sur ce dossier et extraire du 299.2 du traité d'Amsterdam toutes ses capacités, à savoir une directive communautaire qui règle ce problème au fond. On ne peut pas avoir l'épée de Damoclès sur l'une des principales ressources des communes et faire voter l'amendement, mon cher collègue Larcher, sur une prise en compte des handicaps, des contraintes, comme a dit tout à l'heure mon collègue de la Guyane, des contraintes qui pèsent sur les finances locales, de telle sorte qu'on puisse aussi voir l'horizon dégagé pour les années à venir et bien travailler pour ces DOM qui sont une richesse pour la France pour les raisons qui ont été évoquées, à savoir notre puissance maritime, à savoir des atouts considérables pour l'Europe. Merci, mon cher collègue. Je passe la parole à Gélita. Si vous me permettez d'intervenir rapidement, il nous reste un peu moins de 5 minutes. Oui, voilà. 5 minutes, d'accord. Okay. Je vais rectifier. Il y a tellement d'inquiétudes avec cette menace sur l'octroi de mer. J'ai fait un dépassement de langage pour l'octroi de mer. C'est vrai, c'est une menace. Elle n'est pas encore supprimée, mais bon. Alors, moi, quand on parle à chaque fois de développement de la Réunion, les problèmes et tout, on parle de rattrapage. Je veux savoir rattrapage par rapport à quoi? Rattrapage par rapport à qui? Sinon, rattrapage par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos enfants qui grandissent, par rapport à la démographie, par rapport à toute cette jeunesse qui arrive sur le marché de l'emploi. Certes, bachelier, 80% ou 90% maintenant. Bachelier pour faire quoi? On ne sait pas. On sait que chez nous, nous avons une centaine de docteurs inscrits à la NPE. Il y en a qui vivent avec le RMI. Enfin bref. Donc, ça. Et puis à chaque fois qu'on présente, on dit nos problèmes, que nous rencontrons et d'énormes problèmes, eh bien, on est toujours se sentir un peu obligé, je ne sais pas, de comparer. Alors, arrêtons un peu de comparer. Voilà, nous posons nos problèmes tout en reconnaissant nos atouts et les avancées qui ont eu dans notre pays depuis une soixantaine d'années. Enfin bref. Alors, tout à l'heure, mon collègue a parlé de tourisme. Mais bien sûr, il y a le développement du tourisme. On est en bonne voie, je vais dire. Mais le problème, on reste toujours tourné vers un tourisme européen. Alors pourquoi? Et on a vu avec l'épidémie du chikungunya comment notre tourisme est tombé, mais à ras le sol, au point où des hôteliers ont fermé, des hôtels, au point où des restaurants ont fermé. Ça a causé encore, ça a donné un nombre phénoménal de chômeurs. Tout simplement parce que nous n'avons pas de visa. Il y a un problème pour nos tourismes étrangers, juste à côté des Sud-Africains et d'autres qui s'en fichent des moustiques parce qu'ils ont l'habitude de vivre avec ça et des maladies émergentes. Ils pouvaient venir chez nous, ils n'ont pas pu. Nous ne pouvons pas régler ce problème de visa. Enfin, voilà. Nous avons bien sûr une jeunesse formée, mais je viens de dire, cette jeunesse formée, elle est au chômage. Pour la plus grande partie, nous savons 50% de notre jeunesse est au chômage. Nous avons beaucoup de projets, certes, mais en même temps, le paradoxe, c'est que nous avons 52% de notre population qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et ça, nous ne savons pas encore comment nous sortir de là. Et nous avons vu les événements récents, justement, a provoqué cette mission parlementaire. Et là, notamment sur les baisses des prix du pouvoir d'achat. Et nous disons, il faut casser les monopoles, c'est vrai, il faut réduire les marges bénéficiaires, c'est vrai peut-être, mais dans quel pourcentage? Mais surtout, il faut se tourner une bonne fois pour toutes et nous inscrire dans notre environnement géographique, nous donner la possibilité, nous donner une délégation de compétences pour pouvoir signer, pour pouvoir commercer avec nos pays voisins. Voilà aussi nos atouts. Et puis un autre atout, enfin il y a eu très récemment, enfin pendant 2 ans, un séminaire de toutes les RUP ici à la région concernant la pêche. Et on nous a dit, à La Réunion, mais tout de suite, maintenant, vous avez la possibilité de créer
15 000 emplois pour vos jeunes. Formez vos jeunes là-dedans et aussi créer une compagnie maritime pour commercialiser ça. Mais tout ceci, ce sont des paroles, des atouts, mais ça ne se fait pas. Et c'est là où je dis, l'État ne nous accompagne pas. C'est là, je dis, l'État ne nous accompagne pas. On ne le sent pas pour nous permettre. On parlait de donner la canne à pêche. On injecte ici des crédits, toujours les crédits en contrat aidé. 2000 personnes vont être licenciées là et on ne sait pas comment faire. Ils vont être licenciés là et c'est le recteur qui nous le disait encore hier. Voilà, et que si on nous donnait justement ces outils pour nous permettre de créer la richesse et une richesse marchande. Je pense que c'est là nos vrais soucis. Quel que soit le gouvernement, ces gouvernements successifs ne nous ont pas entendus. Merci. Il nous reste 2 minutes. Monsieur le député, 1 minute et demie pour vous, 30 secondes pour moi. Oui, merci. Comme c'est pratiquement la conclusion, je voudrais dire à la mission, quand elle partira, ayez en tête une Réunion qui bouge, qui gagne, qui investit et qui croit en elle-même, qui croit en la France et croit en l'Europe. Ensuite, depuis 81, partez aussi avec cette image que depuis 81, l'État a manifesté sa solidarité sur le plan économique. Loi Paul, Perben, peu importe l'ordre, Perben, Ponce, Girardin, aujourd'hui la Lodéum. C'est parce que les élus de tous bords ont suffisamment convaincu l'État, le gouvernement présent de l'époque, que ces investissements ont pu être menés et qu'aujourd'hui, quand vous venez à La Réunion le 29 avril 2009, vous vous rendez compte effectivement qu'il y a beaucoup d'évolutions et que nous sommes fiers d'être debout et de regarder encore plus loin. Enfin, je terminerai, Monsieur le Président, en faisant une proposition pour vous dire que dans notre recherche en matière d'aide financière aux collectivités, avec quelques collègues sur le plan national, nous réfléchissons, nous travaillons sur une sorte de prêt à taux zéro en matière d'investissement sur une période donnée pour les communes, de façon que, comme ça allègera la dette, ils n'auront plus de remboursement d'emprunt. Si une mesure de ce style pouvait être menée, ça aiderait encore davantage à nos communes, nos collectivités d'investir. Très bien, je vous remercie, monsieur le député, je vous remercie, messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les maires, madame la présidente. Nous sommes venus, nous avons passé 3 jours de travail. Nous nous excusons auprès de ceux que nous avons rencontrés et pour lesquels nous n'avons pas pu consacrer suffisamment de temps pour les écouter. Mais nous avons quand même rencontré une réunion qui, je crois, a confiance en son avenir, qui est prête à relever les défis, les enjeux de notre époque. Mais aussi, nous avons rencontré une réunion qui a aussi des inquiétudes et qui, si elle a à cœur de mettre sur pied un contrat social, un contrat dans son économie, il faudrait que ce volet économique soit aussi accompagné de contrat social, de façon que tous trouvent les fruits du développement suivant son travail et suivant ce qu'il mérite. Nous souhaitons par conséquent bonne chance à la réunion. Vous pouvez toujours nous adresser vos suggestions sur le site du Sénat. Je vous remercie. Nous continuons notre travail et nous sommes toujours prêts à recevoir vos propositions. Chers amis, au revoir. Et merci à tous pour la richesse de vos échanges. Cette table ronde à l'initiative de la mission d'information sur la situation des DOM est terminée. Merci de votre attention.